De l'Afrique à l'Europe, en passant par l'Amérique et l'Océanie, mesdames, messieurs, bienvenue sur cette émission Géopulse. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf. Nous allons aussi évoquer la mise en circulation de la monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO, et aller plus loin, parler de la rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Mesdames, Messieurs, avec moi aujourd'hui, Josaphat Finongbe qui va décrypter l'actualité avec moi. Josaphat, bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes bien arrivé, vous êtes bien habillé. Très bien, je suis vous le même concède. dans un studio bien frais. D'accord, mesdames, messieurs, nous allons tout de suite commencer. Josaphat Finongbe, la zone de libre-échange continentale africaine a été lancée il y a bien longtemps. Quel est le problème de cette zone? Selon vous, qu'est-ce qui fait les difficultés de la mise en œuvre de cette zone de libre-échange, ZLECAf? C'est parce que les dirigeants ont voulu mettre sur pied une institution qui ressemble un peu à un caméléon, qui marche très lentement, trop lentement d'ailleurs. Comme vous l'avez dit, ça fait vraiment des années. Mais on espère quand même que déjà avec le Guardian Trade Initiative qui est en cours avec les pays qui sont pilotes de cette initiative, on pourrait véritablement avoir quelque chose. Sinon, en fait, cette zone devrait quand même permettre, en tout cas pour les chiffres qui sont évoqués, les chiffres mirobolants, qui séduisent d'ailleurs tout le public, c'est que plus de 276 milliards de francs CFA d'ici 2045, ça a eu en 20 ans, avec une hausse de 1,6% du PIB, ce qui séduit vraiment le citoyen que je suis, le citoyen africain que je suis. Mais au-delà de ces chiffres, au-delà de ce qui se fait, au-delà de ce que nous voyons, il y a déjà les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux géostratégiques également, qui malheureusement freinent le bon fonctionnement de cette zone. Mais pourtant, il y a quand même plusieurs pays qui ont des coopérations bilatérales, plusieurs pays africains qui coopèrent déjà, collaborent, qui ont des échanges commerciaux. Alors, est-ce que la mise en œuvre de cette zone ne devrait pas normalement être plus facile avec ces coopérations bilatérales entre des pays, plusieurs pays d'Afrique? Vous parlez parce que vous êtes journaliste et vous êtes sur un plateau, mais au fond, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est autre chose. Il y a à côté ces relations bilatérales, il y a de l'autre côté la mise en œuvre, bien sûr, de cette zone commune qui devrait permettre à tout le monde de s'intégrer. Ce n'est du tout pas facile. Et comme je l'ai dit, il y a les enjeux géopolitiques, il y a les enjeux stratégiques, les enjeux économiques, et tout ça réuni font que malheureusement, des gens ne peuvent pas se décider comme cela se doit. Ils ont beau envie d'aller loin, d'aller au-delà de ces relations bilatérales, d'aller véritablement sur le terrain de la ZLECAf, mais malheureusement, il y a ces enjeux qui les freinent. Mais quoi faire? Comment sortir de ce groupe? Parce que c'est un groupe finalement. C'est d'abord la volonté politique, c'est d'abord le travail que chaque acteur, parce que chaque dirigeant qui vient, étant donné que nous sommes aussi dans un système démocratique, il faut le changement du régime. Et quand INSE est là, il adhère au mouvement, il fait avancer les papiers. C'est vrai que l'administration est une continuité, mais quand Y vient, ce n'est plus la même vision, ce n'est plus le même dynamisme, ce n'est plus la même vitalité, la même force pour le même projet. Donc du coup, ça freine certaines décisions et ça ralentit malheureusement cette initiative qui depuis longtemps lambine. Mais récemment, le Bénin et le Nigeria ont décidé d'être des moteurs de l'intégration africaine, d'être des moteurs, tout au moins dans la sous-région ouest africaine, de l'intégration, des échanges commerciaux. Ils ont signé beaucoup de pactes. Est-ce que ce genre de décision, vous avez évoqué tout de suite, tout à l'heure, la volonté politique. Est-ce que ce genre de décision, si ça impacte plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, est-ce que ça ne va pas contribuer à la mise en œuvre de la ZLECAf? Nous avons déjà la CEDEAO avec déjà la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons l'UEMOA qui est également un cadre qui permet la libre circulation des personnes et des biens et surtout la monnaie de l'UEMOA. Il y a également cette coopération ou ces accords avec le Nigeria. Mais est-ce que vous posez la question, ce n'est pas seulement le Nigeria qui est pays frontalier au Bénin. Il y a d'autres pays qui sont frontaliers. Comment ça se passe déjà à l'interne? Quand je dis à l'interne, c'est-à-dire sous l'échelle sous-régionale. Il y a déjà le Niger qui est là avec la frontière qui est toujours problématique en ce qui concerne son ouverture. Il y a également le Burkina qui est là. Il y a d'autres pays qui sont frontaliers, mais avec qui nous n'avons plus, en tout cas le Bénin n'a plus ces accès ou ces échanges comme cela se doit. Donc c'est déjà un problème sur le plan
sous-régionale. Et quand on amène ça sur l'échelle continentale, ça devient un gros problème à gérer. Et c'est ça, je crois que le mal qui freine véritablement cette initiative, cette zone de libre-échange. Ok, des problèmes et des défis de pouvoir, des défis régionaux. Josaphat Finongbe a évoqué tout ça avec nous sur la question de la ZLECAf. Aujourd'hui, nous avons entendu parler de l'écho, de la monnaie unique de la CEDEAO, qui va être mise en circulation en 2027. Et la CEDEAO qui évoque, nous allons le faire avec ou sans ceux qui ne seraient pas prêts. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la CEDEAO? Je pense que ce sont les décideurs qui décident et une fois encore, ce sera aussi un gros problème parce que aujourd'hui chaque pays, chaque nation milite pour véritablement l'indépendance monétaire. Nous voyons déjà ce qui se passe avec les pays de l'AES, même si d'aucuns les qualifient de dissidents, mais il y a quand même cette volonté de se départir de cette monnaie qui est le franc CFA et de créer une monnaie commune à leur région au niveau du Sahel. Donc chaque nation se bat véritablement pour que cette indépendance monétaire soit véritablement une réalité. Mais au même moment, on dit qu'on veut créer l'éco. L'éco qui aura une influence certainement dans la zone, mais également qui sera influencé par l'euro, malheureusement. Et ce qu'on redoute avec le franc CFA ou ce qu'on vit désormais depuis avec le franc CFA pourrait encore se reproduire. Je crois que c'est là la crainte des pays qui ne partagent pas le franc CFA, tout comme le Nigeria, le Ghana et bien d'autres pays qui seront obligés de se retrouver dans le cercle pour adopter l'éco. Ouais, justement, au niveau de l'arrimage de l'éco à l'euro, je pense que c'est ça qui a ralenti l'adoption de l'éco. Je pense que l'idée de la CEDEAO maintenant de mettre en œuvre l'éco, est-ce que c'est dans la logique de l'annonce d'Alassane Ouattara en 2020, je crois? Est-ce que c'est dans cette logique ou c'est dans la même logique prioritaire de mettre en œuvre une monnaie unique qui sera arrimée à des ressources africaines et non à l'euro? Pour l'instant, rien n'est encore clair parce que on entend que ce soit d'un dirigeant à un autre qu'effectivement, oui, on fera le travail, on aura une monnaie qui sera vraiment indépendante, on aura nos réserves au niveau sous-régional, on aura également une banque centrale qui va s'occuper de ça, mais au fond, on n'est pas à savoir que ceux-là qui dirigent l'euro, c'est-à-dire l'Union européenne, ceux-là qui ont le dollar, c'est-à-dire les Américains et autres, ils ne voudront qu'en fait pas que l'éco soit véritablement une monnaie indépendante qui viendra les concurrencer sur le marché international. Ça, c'est une évidence. Si c'était le cas, si on laissait cette facilité à ces monnaies-là de s'imposer sur le plan international, on aurait laissé le rouble, on aurait laissé beaucoup d'autres monnaies sur le marché international, mais ce n'est pas le cas. Il y a l'euro qui veut prendre... Justement, vous parlez de cet impact. Quel est l'impact réel de l'introduction de l'éco, de la mise en œuvre de l'éco par les pays africains sur le plan de commerce intra-africain déjà et le commerce international? Impact, il n'y en aura pas grand-chose. Si, je dis si, et si vraiment l'éco est toujours arrimé à l'euro ou à d'autres monnaies, je ne sais pas, ça peut être le dollar, ça peut être d'autres choses. En tout cas, la discussion reste toujours floue jusqu'à présent, mais peu importe l'arrimage de cette monnaie à une autre, ça n'aura pas d'impact avec le commerce intra-continental et autres. Le problème va demeurer tant que les États n'arrivent pas véritablement à trouver la bonne voie monétaire pour s'imposer autrement. S'ils comptent passer là, on va compter sur l'Union européenne, on va compter sur les aides étrangères pour véritablement dire oui, nous voulons mettre en place une monnaie qui sera financée par d'autres nations, d'autres continents, et vous voulez qu'elle est indépendante. Ce serait un peu compliqué. C'est vrai qu'en 2027, ils vont lancer comme ils ont dit, mais si en 2027, aucun pays n'est prêt, parce qu'ils ont dit on va commencer avec les pays qui sont prêts, et si en 2027, aucun pays n'est prêt. Parlant des pays membres de la CEDEAO, qu'en sera-t-il des pays de l'AES si la CEDEAO met en circulation l'éco? Est-ce que ces pays-là vont accepter, vu qu'ils ne sont plus dans l'organisation régionale, vont accepter rejoindre cette monnaie unique? Je ne sais pas comment vous voulez obliger quelqu'un qui n'est plus dans votre camp à suivre les règles de votre camp. Non, ils ne sont plus dans la CEDEAO, donc on va même plus compter sur eux. La discussion évolue très bien, en tout cas pour les dernières informations que j'ai lues à ce sujet concernant ces trois pays, pour la création de leur monnaie unique de la zone AES. Ça a beaucoup évolué. Et la dernière réunion aussi des experts financiers et des ministres de l'économie et des finances, cette dernière réunion a produit
des résultats très positifs, en tout cas selon les différents comptes rendus de ces différents pays, ce qui veut dire que il n'y a pas une évidence, il n'y a même pas à imaginer à ce que les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se rallient à cette décision en 2027 pour dire nous voulons adopter l'éco. D'abord, ils estiment toujours que l'éco c'est toujours arrimé à l'euro et l'euro c'est toujours contrôlé en partie par des pays de l'Union européenne, surtout la France. Donc ce ne serait pas bien alors qu'ils voulaient rompre les liens avec ce pays. Donc ce serait un peu compliqué. Ne comptons pas sur eux. Ne comptons donc pas sur l'AES pour faire partie de cette révolution. Voilà, de cette révolution. La nouvelle révolution sera peut-être l'adoption de leur monnaie, peut-être aussi en 2026 et en 2027, parce que c'est aussi annoncé, en tout cas selon les différents rapports, que fin 2026, début 2027, l'AES pourrait éventuellement faire sortir les premiers échantillons, en tout cas sa première monnaie, pour voir la circulation avec une double circulation tant du franc CFA que leur monnaie pendant une période donnée. Donc ce n'est pas évident. Je me suis dit, ce n'est pas parce que les gens évoluent dans ce sens pour faire sortir leur monnaie que d'office la CEDEAO aussi décide, ok, nous lançons, peu importe les pays qui sont disponibles, si vous n'êtes pas prêts et que c'est deux pays qui sont prêts, nous on lance l'éco comme ça. Je crois qu'en fait que ça devait faire partie aussi des questions stratégiques, mais l'AES n'est pas dans la CEDEAO, donc ne pourra pas suivre le rythme. En attendant, on retient juste que les pays africains, ou tout au moins en Afrique de l'Ouest, tentent d'avoir une sorte d'indépendance monétaire. Plus loin, en Europe, en Amérique et en Asie, le président Donald Trump et le président Vladimir Poutine ont décidé de se rencontrer face à face et de se dire la vérité. On ne sait pas encore quand ni où, mais on sait quand même que le Kremlin a confirmé cette rencontre. Josaphat Filongwe, que pensez-vous de cette rencontre? Pensez-vous que cette rencontre pourrait produire quelque chose par rapport à la crise en Ukraine? Ça va produire forcément quelque chose, certainement avoir des caméras devant, parler à huis clos. Bon, mon ami, je sais que tu es furieux, mais laisse ceci, je te laisse tes sanctions, je baisse les tarifs. En tout cas, il y aura forcément quelque chose. La presse aura forcément quelque chose à diffuser. Ça va donner du travail tant seulement aux journalistes internationaux qu'aux journalistes de ces deux pays-là. Ça va donner quelque chose parce que la guerre toujours est en cours, toujours sur le terrain en Ukraine et que la Russie tente toujours de déstabiliser. Et les exigences de la Russie, c'est quand même très clair. Ça a toujours été ça, démilitariser l'Ukraine, avoir l'Ukraine dans une position de neutralité par rapport à l'Union européenne et par rapport à l'OTAN, et ne pas voir autour des frontières de la Russie les forces étrangères. Donc c'est un peu ça, donc c'est un peu clair. Aujourd'hui, Donald Trump veut tout faire pour mériter ou pour être nominé au prix Nobel de la paix. C'est pour ça il se dit, bon, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et même il sait, même avec les menaces qui expirent d'ailleurs ce vendredi, ce n'est pas évident qu'il les mette en exécution, parce que s'il le fait, ça veut dire qu'il est en contradiction avec sa volonté d'être nominé pour le prix Nobel de la paix. Donc, il va essayer de se ranger. C'est pour ça d'ailleurs que la rencontre a été annoncée, même si la date n'est pas encore officiellement connue. On a déjà connaissance que c'est la semaine prochaine, probablement pas en Russie ni aux États-Unis, mais peut-être aux Émirats arabes unis, pour discuter sur un terrain neutre comment nous pouvons résoudre la crise ukrainienne. Le problème, c'est que Vladimir Poutine reste toujours ferme sur sa position. Le problème, c'est que Donald Trump est en train de rester ferme sur sa position et ils pourront se quitter sans véritablement se comprendre. Se quitter sans véritablement se comprendre. Certains disent quand même que Donald Trump n'a pas un véritable plan, un plan clair pour mettre fin à la crise en Ukraine, et qu'il avait fait lors de sa campagne. Il avait quand même dit qu'en 24 heures, il allait le faire, mais des experts estiment qu'il n'avait pas un plan clair. Est-ce que cette rencontre va lui donner une idée de ce qu'il attend, et ça va permettre un déclic, de mettre, comment dire, est-ce que cette rencontre avec Vladimir Poutine va permettre d'avoir au moins des consensus et un cessez-le-feu peut-être en Ukraine? Peut-être un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté, parce que tant qu'il y a des armes, tant que l'Union européenne va continuer à envoyer des armes à l'Ukraine, tant que l'OTAN va continuer à soutenir, en tout cas de façon indirecte, l'Ukraine, la Russie va toujours frapper, la Russie sera toujours présente. Je crois que c'est déjà l'essentiel. Maintenant, est-ce que Donald Trump a un plan pour véritablement faire cesser la guerre?
Donald Trump, on se demande même si véritablement lui, il a ses plans quand il veut gouverner. Donc, on a vu comment il a pris des décisions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté étant de mettre fin à cette guerre. Mais dit pendant la campagne, oui, en 24 heures, ça peut se faire. Il y a ce que nous disons pendant la période électorale, c'est-à-dire pendant la campagne électorale, et la réalité du pouvoir. Et Trump a déjà cette expérience du pouvoir, mais par rapport à cette guerre, c'était quand même quelque chose de nouveau qu'il devrait quand même expérimenter. Mais malheureusement, il ne pouvait pas le faire. Il a compris qu'en fait, que c'est un peu plus au-delà de ce qu'il dit devant caméra et micro. La rencontre devrait également permettre d'échanger un peu là-dessus pour voir sur quels sont les plans de sortie, les possibles plans de sortie, parce que Donald Trump, lui, il veut certainement les terres rares au niveau de l'Ukraine. Il se dit, bon, ok, vous prenez tel parti, moi aussi je prends tel parti. Et comme on a balkanisé l'Afrique il y a des décennies déjà, c'est comme ça. Peut-être aux Émirats Arabes Unis, les deux vont se réunir, trouver le consensus pour dire, oui, vous prenez telle partie, cette part du gâteau, je prends cette part du gâteau et on s'entend sur ça. Je crois que c'est cette inquiétude qui fait que les pays de l'Union européenne ont décidé à ce que la rencontre soit tripartite. Mais malheureusement, les deux parties n'ont pas accepté. L'Ukraine ne sera pas présente pour cette rencontre. Il n'y aura que Donald Trump et la Russie et Vladimir Poutine. Donc, ce qui va se dire, ce seraient les intérêts d'abord. Et puis après, le terrain d'entente. Oui, mais Donald Trump a déjà rencontré à plusieurs reprises Zelensky, donc je pense que... Sans grand succès, bien sûr. Oui, voilà, il a rencontré à plusieurs reprises. Je crois que c'est le moment de rencontrer l'autre partie aussi pour trouver des consensus pour l'écouter. Pourquoi pensez-vous que rencontrer l'autre pourrait véritablement donner quelque chose alors qu'ils se sont parlé plusieurs fois au téléphone et que la rencontre de Zelensky que vous évoquez là n'a été que du spectacle, surtout la dernière rencontre au niveau de la Maison Blanche. Ça a été un film digne de Hollywood. Mais malheureusement, écouter l'autre, il a toujours fait. Donc, la rencontre, c'est vrai que ça promet, les médias auront certainement des sujets à couvrir. Diplomatiquement, Donald Trump pourrait se repositionner pour avoir une bonne aura, mais au finish, ça craint si toujours l'Union européenne continue d'envoyer des armes, si l'OTAN par des voies intermédiaires soutient l'Ukraine et si les États-Unis continuent de doter l'Ukraine de budgets d'armes et autres. Donc c'est là du scepticisme. Donc à vous entendre, cette rencontre ne donnera pas grand-chose. En tout cas, il y a cette rencontre qui va venir. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Josaphat Finongbe, d'être venu sur ce plateau décrypter l'actualité internationale avec nous. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous avons évoqué la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Nous avons évoqué aussi la monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO, et dernièrement, nous avons parlé de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Chez Opulse, c'est fini.